Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir gagner vos places. Nous allons commencer ce conseil de territoire en commençant par l'appel nominal. Jean-Didier Berger présent, Jean-Yves Senant vient d'arriver, Marie-Hélène Amiable, Étienne Langereau va nous rejoindre, Jacqueline Bellhomme est présente, Benoît Blot va nous rejoindre, Laurent Vastel va nous rejoindre également, Philippe Laurent va nous rejoindre, Patrick Donat, il est là, Carl Sego, il est là aussi, Nadège Azaz également, Yves Koskas aussi, Roderick Ars, pas encore, Lounès Schroud, pas encore, Saïd Aïtouaraz, je l'ai vu, Jean-Philippe Alardi, Stéphane Astic, Yasmine Boudjena, Chantal Brault doit être en route, Marie Colavita, Élite Saint-Georges va nous rejoindre, Didier Dincher, il est là, Sylvie Donger, Élodie Dorfiac n'est pas arrivé, Patrick Duru, Claude Favra, Marc Feugère, Sonia Figuère pour voir Jacqueline Bellhomme, Bernard Foisy, Muriel Galante-Guilleminault, Alain Gazot, Martine Gourrier va arriver, Jean-Patrick Guimard va arriver, Mouloud Haddad, Sarah Hamdi, pouvoir Bernard Foisy, Maroun Obeka, Roselyne L'Aigle Rouge, pouvoir Chantal Brault, Colette Huard, pouvoir Serge Caillayan, Fabien Hubert, pas arrivé, Stéphane Jacot, Laurent Candel, Serge Caillayan, Dominique Lafont, pouvoir Laurent Vastel, Gouwen Le Gall. Nous avons ensuite Jacques Legrand, Rosa Massiera Dumoulin, Corinne Marduguerre, Patrice Martin, David Mogère, Pierre Médan, Pascal Mecker va arriver, Gilles Mergy, pouvoir Nadège Azaz, Françoise Monseny, Paul-André Mouly, Aïcha Moutaoukil, Wissam Némé, pas arrivé, Corinne Parmentier, Philippe Pemzec n'est pas arrivé, Jacques Perrin est absent, excusé, a donné pouvoir à Benoît Blot, Françoise Pétieux, Jean-Michel Poulet, Perrine Pressetti, Christine Quiri, Gwenola Rabier, Gabriela Regada, elle est là, Cécile Renard n'est pas arrivée, Sally Ribeiro, Isabelle Roland, Patrice Roncari va arriver mais a donné pouvoir à Yves Koskas en attendant, Lauriane Rossi n'est pas encore arrivée, Daniel Rupp, Sophie Sancy va arriver, Anne Sauvé va arriver, Stéphanie Schlinger est là, Mariam Charchard, pouvoir Françoise Pétieux, Georges Chiffredi, pouvoir Carl Sego, Isabelle Spears, Martin Vernant, Thierry Virol, pouvoir Étienne Langereau, mais Étienne Langereau, il vient d'arriver, et nous lui souhaitons la bienvenue, et Patrick Xavier. Le quorum étant largement atteint, nous pouvons valablement délibérer en commençant par la désignation d'un secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature d'Yves Koskas. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Il est donc désigné à l'unanimité. Les délibérations adoptées par le bureau du territoire du 3 septembre 2020. Ces délibérations appellent-elles de votre part des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. C'est donc vu. Le compte-rendu des décisions prises par le président au titre de sa délégation. Ces décisions appellent-elles de votre part des questions ou des remarques? Oui, monsieur Le Gall, je vous en prie. Oui, je vois qu'il y a une demande de subvention qui est faite à l'ADEME pour l'Aquapol. C'est la décision 90-2020. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus de détails, s'il vous plaît? Alors, on va regarder ça. Y a-t-il d'autres questions en attendant? Je n'en vois pas. Salut Laurent. Alors, est-ce qu'on peut me dire de quelle décision il s'agit? La quatrième, ouais. La quatrième.
Alors, donc nous faisons des travaux à l'aquapole de Montrouge pour renforcer l'efficacité énergétique de l'aquapole. Vous savez que c'est un équipement que la ville de Montrouge nous a transféré il y a peu de temps, et donc conformément aux engagements que j'avais pris auprès de mon ami Étienne Langereau, nous procédons à des travaux pour renforcer encore les performances énergétiques de l'équipement. Et donc nous avons demandé une aide à l'ADEME. Est-ce qu'on a le montant? Oui, pour une subvention d'un montant de 25 060 € au titre de cette opération, soit un cofinancement de 70%, le coût total s'élevant à 35 800 €. Ça me donne l'occasion de souligner les travaux de soutien que le territoire fait aux équipements qui lui sont transférés. Monsieur le maire ? Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Sur les marchés publics, même chose. Nous passons donc au point numéro 5, la fixation de l'indemnité des conseillers territoriaux. Alors, vous vous souvenez, mes chers collègues, qu'il existait une indemnité pour les conseillers des communautés d'agglomération ou des communautés de communes, que lorsque nous avons créé le territoire, évidemment, j'ai proposé, et le bureau en avait accepté le principe de façon unanime, de rémunérer les conseillers de territoire, parce que ça me paraît tout à fait normal que de le faire, cette indemnité étant qui plus est relativement symbolique, compte tenu de l'investissement que ça demande de se déplacer dans le territoire pour les différents conseils de territoire, mais aussi les commissions et les autres réunions concernant les dossiers du territoire. L'État nous avait demandé de retirer cette délibération. Donc, nous nous sommes exécutés. Par contre, nous n'étions pas d'accord, ni nous, ni les autres territoires. Et dans le cadre de l'Alliance des territoires à laquelle notre territoire adhère et dont je suis pour le moment le président, nous avions engagé des démarches avec un certain nombre de nos collègues. Et nous avons, à travers l'un des territoires amis et voisins, obtenu gain de cause devant le Conseil d'État, qui a reconnu qu'il était tout à fait légitime de vous indemniser. C'est la raison pour laquelle je propose cette délibération, et donc de fixer l'indemnité à 233,36 € brut mensuel. Voilà. Y a-t-il des interventions? Monsieur Arce, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, une question. Comme nous avons gagné devant le Conseil d'État, bien évidemment, vous allez nous annoncer que cette mesure est rétroactive sur le dernier mandat? Ça serait tout à fait légitime. Ça serait tout à fait légitime. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si j'ai accepté à l'époque de retirer la délibération, c'est pour éviter qu'on nous demande de rembourser. Parce que je considérais qu'on était dans notre bon droit, donc j'aurais bien maintenu la délibération, mais j'avais peur qu'on nous demande de procéder de façon rétroactive au remboursement de toutes ces sommes. Et donc, j'ai considéré que c'était de mon devoir que de le proposer. N'étant moi-même pas concerné par cette délibération, je vous ai proposé de le faire parce que ça me paraissait être le bon sens. Et donc, je ne peux pas le faire. Mais par contre, vous voyez que nous proposons de fixer ce montant au montant maximal. Nous pourrions proposer un montant moindre. Et on ne peut pas pleurer sur le lait renversé, mais par contre, on peut aller tirer du bon lait nouveau. Oui, je vous en prie, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Alors, pour rebondir, si je puis dire, sur l'intervention qui vient de me précéder, non, moi, je ne demanderai pas une rétroaction des indemnités qui n'ont pas été perçues par les élus territoriaux, bien que ce soit tout à fait légitime, parce qu'effectivement, le travail a été réalisé, et je pense plutôt bien, au regard du mandat, finalement, de ce territoire, et compte tenu des objectifs que nous étions fixés. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est qu'avez-vous fait de cet argent que vous avez économisé, Monsieur le Président? Donc, où sont allées ces économies faites sur le dos des conseillers territoriaux, même si je retiens bien que ça n'était pas de votre fait? Eh bien, écoutez, ma chère collègue, nous avons épargné. Nous avons épargné, mais pas seulement ces sommes, mais bien d'autres sommes, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un plan pluriannuel d'investissement relativement ambitieux et de continuer en tout cas
dans la foulée de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons fait une moyenne de 50 millions d'euros d'investissement par an depuis le début de l'aventure territoriale, et nous proposons de continuer ces investissements, ce que d'autres territoires ne sont pas du tout en mesure de faire. Mais grâce à la bonne gestion du vice-président en charge des finances et de toute l'équipe du bureau du territoire, je vous rappelle que nous sommes passés de moins 4 millions d'autofinancement par an à plus 30, et que c'est cet autofinancement qui, même si évidemment il va s'étioler peut-être au fil du temps, mais nous permet d'envisager des dépenses qui sont quand même très utiles pour nos différentes villes. Et ces économies que nous faisons par la mutualisation, et j'espère que nous arriverons à continuer à mutualiser nos dépenses, nous permet de faire plus avec moins. Voilà. Merci, Monsieur le chers Président. collègues. Oui, monsieur Legal, je vous en prie. Oui, merci. Moi, je trouve que sur le plan du symbole, alors, je vous félicite d'avoir gagné et d'avoir rétabli l'équité entre les différentes EPCI. Mais sur le plan du symbole, je trouve qu'on est dans un timing qui n'est pas très bon pour effectivement proposer cette délibération. Je vais prendre juste mon cas personnel. Moi, je ne me suis pas arrêté de travailler et je ne suis qu'un simple conseiller. Donc, je ne me considère pas plus en action par rapport à nos concitoyens qu'un président d'association à titre bénévole. Donc, pour le coup, sur cette délibération, je m'abstiendrai, puisque je ne trouve pas complètement logique de donner cette gratification à l'ensemble des conseillers. Voilà. Alors moi, je propose à tous ceux qui partagent votre avis de renoncer à cette indemnité. Je suis tout à fait d'accord pour faire au cas par cas. Et ceux qui souhaitent renoncer à cette indemnité pourront me le signaler par courrier sans aucune difficulté. Et ça sera évidemment appliqué. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également vous remercier pour la persévérance que vous avez eue et également me féliciter de cette décision, particulièrement pour mes collègues qui viennent régulièrement dans les CHSCT et CT qui sont assez chronophages. Et donc, je voulais me féliciter particulièrement pour eux. Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Une abstention? Qui est contre? Personne. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie, mes chers collègues. Nous passons au point numéro 6, la détermination des commissions territoriales et désignation de leurs membres. Alors, vous savez, mes chers collègues, que nous avons souhaité, avec mes collègues maires et membres du bureau, proposer d'associer l'ensemble des élus ayant dans les villes des délégations aux 3 commissions territoriales qu'il est proposé aujourd'hui de créer: la commission Habitat, Aménagement, Politique de la Ville, Développement économique, social et solidaire, la commission Finances, Ressources humaines, et enfin la commission Développement durable et environnement, Espace public, Smart Territoire, Transport, Santé, Sport, Culture et Université. Il me faut vous proposer, après concertation avec les villes et les élus concernés, je crois que nous avons réussi à joindre les différentes villes ou élus concernés. Donc je vous propose la répartition suivante. Évidemment, s'il y avait une erreur ou que vous souhaitiez changer d'avis et aller dans une autre commission, n'hésitez pas à me le signaler. Pour la ville d'Antony, commission Habitat, Saïda Touara, Jacques Legrand, Perrine Pressetti, Fabien Hubert, Maroun Obeka, David Mogère. Pour la ville de Bagneux, dans cette même commission, Marie-Hélène Amia, Pascal Mecker, Laurent Candel, Patrice Martin, Patrick Donat, Isabelle Spears. Pour Châtenay-Malabry, Carl Ségaud, Georges Chiffredi, Élite Saint-Georges. Châtillon, Lounès Ajroud, Stéphane Jacot, Élodie Dorfiac, Alain Gazo. Pour Clamart, Yves Koskas, Christine Kiri, Colette Huard, Stéphane Astic. Pour Fontenay-aux-Roses, Laurent Vastel, Gabriel Arigada, Benoît Blot, Corinne Marduguer, Philippe Pemzec, Jacques Perrin. Pour Malakoff, Roderick Ars, Corinne Parmentier. Pour Montrouge, Thierry Virol, Lauriane Rossi et Cécile Renard. Pour Sceaux, Philippe Laurent, Chantal Brault, Rosine Luc Le Rouge et Jean-Philippe Alardy. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un pour cette première commission? Bon, formidable. Pour la commission numéro 2, Finances, Ressources humaines,
Antony, Jean-Yves Senant, Pierre Médan, David Mogère. Bagneux, Mouloud Haddad, Aïcha Moutaoukil. Bourg-la-Reine, Daniel Rupp. Châtenay, Élite Saint-Georges. Châtillon, Françoise Monsoni. Clamart, Yves Cosca, Sylvie Donget, Jean-Patrick Guimard. Fontenay-aux-Roses, Dominique Lafont, Gilles Mergui. Le Plessis-Robinson, Bernard Foisy, Benoît Blot. Malakoff, Martin Vernant, Sonia Figuers. Montrouge, Étienne Langereau, Marie Colavita, Claude Favra, Goldwyn Le Gall. Sceaux, Chantal Brault, Roselyne Luig Le Rouge. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Commission numéro 3, développement durable, environnement, espace public, smart, territoire, transport, santé, sport, culture et université. Perrine Pressetti, Rosa Massiera Dumoulin, Isabelle Roland, Wissam Némé, Sophie Sancy, Stéphanie Schlinger, David Mogère pour Antony. Yasmine Boudjena et Patrick Duru pour Bagneux. Pour Bourg-la-Reine, Patrick Donat et Anne Sauvé. Pour Châtenay, Marc Feugère, Françoise Pétieux, Mariam Charchard. Pour Châtillon, Nadège Azaz, Lounès Ajroud, Élodie Dorfiac, Martine Gourrier. Pour Clamart, Christine Quillury, Serge Caillayan, Sally Ribeiro, Patrice Roncari et Didier Dincher. Pour Fontenay-aux-Roses, Laurent Vastel et Muriel Galante-Guémineau. Pour le Plessis-Robinson, Benoît Blot et Sarah Hamdi. Pour Malakoff, Jacqueline Bellhomme et Jean-Michel Poulet. Pour Montrouge, Étienne Langereau, Gwenola Rabier, Paul-André Mouly, Patrick Xavier et Goulwen Le Gall. Pour Sceaux, Philippe Laurent, Jean-Philippe Alardy, Roselyne Luig Le Rouge. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, mes chers collègues, et je vous en remercie. Nous passons au rapport d'activité 2019-2020. Ce rapport d'activité appelle-t-il de votre part des questions ou des remarques chez les anciens élus ou chez les nouveaux, évidemment, a fortiori? Allez-y, mon cher collègue, je vous en prie. Monsieur Vernant. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Du coup, j'avais juste une question concernant le chantier du Supermétro, parce qu'en fait, on comprend tout à fait, bien sûr, que les rapports sont rédigés à l'avance, mais il y a quelques dates qui sont caduques, et notamment concernant la ligne 4, qui ne devrait pas arriver à Bagneux avant la fin 2021, d'après la RATP. Or, ces nouvelles stations sont attendues de pied ferme, car elles pourraient permettre de désaturer un peu le RERB. Auriez-vous également des informations quant au calendrier de la ligne 15, sachant qu'aujourd'hui... Mon cher collègue, est-ce que vous pouvez vous reculer un tout petit peu du micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne comprend pas bien ce que vous dites sinon. Je vous en remercie par avance. Je cherche la bonne distance, veuillez m'excuser. Oui, donc je disais donc la ligne 4 qui n'arrivera qu'en fin 2021. Du coup, ces stations sont attendues de pied ferme car elles pourraient permettre de désaturer un peu le RERB. Auriez-vous également des informations quant au calendrier de la ligne 15, sachant qu'aujourd'hui, on évoque plutôt fin 2025, début 2026. Ce sujet est d'autant plus important que la métropole planche actuellement sur le calendrier de la zone de faible émission qui vise à interdire progressivement les véhicules polluants. Il se murmure que la métropole pourrait assouplir le calendrier qu'elle recommande. Peut-être que le conseiller métropolitain que vous êtes pourrait nous le confirmer. Nous soutenons à la France Insoumise le principe d'interdiction des véhicules les plus polluants, mais ce changement doit être planifié. Pour nous, avant d'interdire les critères 4, il est nécessaire qu'au préalable, la ligne 14 soit arrivée à Saint-Ouen et que la ligne 4 soit arrivée à Bagneux. De plus, du fait du coronavirus, mais aussi de l'étrange priorité donnée par le gouvernement au Charles de Gaulle Express, ce train des riches à 24 € l'aller simple, les importants travaux prévus à Orsay pour le RERB ont été reportés d'1 an et auront lieu à l'été prochain. C'est pour nous, là encore, un préalable à l'interdiction des critères 4. Nous défendrons également une augmentation des aides pour le remplacement des véhicules polluants. Il faut mettre le paquet pour réussir la transition énergétique, faute de quoi la population pourrait bien percevoir ces mesures nécessaires comme de l'écologie punitive. Nous proposons également l'instauration d'un bonus sur les aides pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent difficilement se passer de la voiture. Enfin, le prix des transports doit également baisser et tendre progressivement vers la gratuité. Monsieur le Président, il est nécessaire d'avancer vers la sortie du diesel. Cependant, la planification de ce changement est indispensable pour ne pas pénaliser les classes populaires. L'écologie et le social doivent aller de pair. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Alors, s'agissant de ces sujets, ils ne sont pas d'intérêt territorial, vous le savez. Ça dépend soit de la métropole, soit d'Île-de-France Mobilité, soit de nos opérateurs. Donc, je ne vais pas me substituer à eux pour vous répondre, mais je suis sûr que le président Ollier aura à cœur de vous apporter tous les éclaircissements nécessaires sur ce dossier extrêmement sensible. Je vous propose de passer à la question de Monsieur Astic. Je vous donne la parole après, les uns après les autres, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président.
Après avoir pris connaissance du rapport d'activité de Vallée Sud pour 2019, je voudrais que vous puissiez nous éclairer, ainsi que les concitoyens qui nous écoutent, sur plusieurs sujets. Le premier concerne les efforts pour la rénovation des réseaux d'assainissement. On découvre que c'est un budget très important, qu'il existe 500 km de réseau, et parmi ces 500 km, 179 en réseau unitaire, donc qui mélangent des eaux usées et des eaux pluviales. Pouvez-vous nous indiquer à quel rythme on pourra séparer ces réseaux, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs décennies? C'est pas très clair, en tout cas dans le rapport. Deuxième question sur les déchets. Vous faites état pour 2019 de 97 milliers de tonnes d'ordures ménagères résiduelles, 16,4 d'ordures recyclées et 7,6 pour la collecte des verres, soit à peu près 121, et quelques milliers de tonnes de collecte d'ordures. Vous ne nous indiquez pas la progression ou la régression ou la réduction par rapport aux années précédentes. Je vous rappelle que c'est un des objectifs de développement durable qui est cité dans la loi de transition économique, dans la loi de transition écologique et de la croissance verte de 2015, et que notamment on doit réduire de 10% le volume des ordures ménagères. J'ai donc consulté le rapport d'activité de l'exercice précédent où il était mentionné que sur ces 3 postes, la collecte des ordures ménagères était également de 121 000 tonnes. Donc nous n'avons pas réduit le volume des déchets. Deuxième objectif qui est mentionné dans cette loi, c'est de tendre vers 55% de recyclage en 2020 et de 65% en 2025. Là, nous en sommes à 24%. Donc nous sommes très loin de l'objectif. 5 ans pour arriver à faire que tous les ménages recyclent beaucoup mieux leurs déchets, il va falloir cavaler. Je sais, dans votre réponse, que vous n'allez pas oublier de mentionner que le défi de zéro déchet, et qui me tient à cœur, est étendu aux 11 communes de Vallée Sud, donc je vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais je ne doute pas que vous m'expliquerez comment vous allez vous y prendre pour participer à ces objectifs et de réduction du volume des déchets et d'un meilleur taux de recyclage. Enfin, dernier point, je ne vous abreuverai pas de chiffres, mais parce que je me suis livré un petit calcul sur les transports dans les différentes villes, et j'ai découvert que l'expérience Clam Express, qui est en vigueur depuis 1 an à Clamart, coûte entre 10 et 15 ou 20 fois plus cher au kilomètre ou aux voyageurs transportés que les autres transports urbains que nous avons dans les différentes villes. Pouvez-vous nous dire sur cette expérience si vous allez la poursuivre ou si effectivement vous allez la modifier? Je vous remercie. Alors, j'ai Monsieur Poulet, je crois, qui m'a demandé la parole, et Madame Mecker. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors, moi, je n'ai pas de questions précises sur ce rapport, mais je trouve quand même que ce beau document de 83 pages mérite qu'on s'y arrête un petit peu et qu'on s'y attarde pour en tout cas parler et commenter un petit peu le travail que vous avez pu effectuer sur l'ancienne mandature. Je crois notamment qu'il démontre notre volonté de faire ensemble, de se projeter au sein d'un territoire tout en respectant les singularités de chacune et chacun. Ainsi, les élus du groupe communiste et citoyen saluent donc ce travail collectif et tient aussi à remercier les agents de Vallée Sud Grand Paris pour leur mobilisation et professionnalisme, particulièrement en ces temps de crise. Cette crise du Covid-19, justement, a douloureusement mis en évidence les effets désastreux de l'austérité, démontrant par là même qu'une société saine et résiliente repose souvent en dernière instance sur ses services publics et évidemment les personnes qui y travaillent. Crise sanitaire, mais aussi crise climatique, sociale et économique. Les enjeux sont nombreux et nos services publics sont plus importants que jamais. Encore une fois, il nous semble donc important de saluer l'ensemble de leur travail. Sur ce rapport, donc, nous avons lu avec attention, nous souhaitons mettre en avant, si vous le permettez, différents enjeux qui nous tiennent à cœur. En effet, malgré nos possibles différents points de vue, l'intelligence collective de cette Assemblée doit nous conduire à être en phase avec les enjeux de notre temps, à être utile socialement et écologiquement aux habitantes et aux habitants de nos villes. Et lorsque nous parlons d'enjeux de notre temps, nous parlons notamment de solidarité et de vivre ensemble. Au cœur de la métropole du Grand Paris, nous pensons bien sûr à l'importance d'une politique de logement ambitieuse, défense du logement social, lutte contre l'habitat insalubre, développement de nouveaux outils tels que le permis de louer et l'encadrement des loyers, réflexion commune sur la politique de peuplement, doivent garantir le droit à un logement pour vivre dignement.
Être acteur de la solidarité, c'est aussi poursuivre notre accompagnement vers les seniors via le CLIC. Être acteur de la solidarité, c'est aussi permettre l'épanouissement de toutes et tous. Et en ces temps de crise, nous avons vraiment besoin de continuer à vivre. Sport, lien social, culture ne sont pas juste des suppléments d'âme. La culture, par exemple, est ce lien sensible qui nous unit. La culture et la création, ainsi que les centaines d'artistes, artisans et créateurs, apportent la touche d'émotion à laquelle chacune et chacun a droit. Et pourtant, alors même que nous comptons notamment sur l'art et la culture pour traverser cette crise, nous ne pouvons pas oublier que ce secteur souffre et est actuellement durement touché. Notre territoire doit donc continuer à s'engager pour les acteurs, soutenir les équipements, leurs projets, et surtout garder cette belle idée de territoire de soutien à la création. Je crois notamment, pour avoir rencontré quelques personnes de cette assemblée très récemment, que c'est un sujet que nous pourrons et nous aurons à cœur de porter ensemble collectivement. Un deuxième enjeu qui nous semble évident, ce sont évidemment les enjeux écologiques. Nos villes doivent être en effet plus respirables et vivables. La concertation à venir sur le PCAET et la mise en œuvre du plan d'action qui en découle sont alors fondamentales. Là aussi, la crise du Covid a questionné notre rapport au monde et évidemment notre rapport à la planète et à la nature. La période que nous traversons peut alors déboucher sur le pire ou le meilleur. Le choix collectif à faire est immense, car nous sommes la dernière génération à pouvoir changer les choses. C'est à la fois une terrible responsabilité, mais c'est aussi une formidable occasion d'inventer autre chose. Alors, mobilité douce, ville du quart d'heure, biodiversité, rénovation énergétique, géothermie sont évidemment des enjeux à développer sans attendre. Cet autre monde que nous appelons de nos voeux doit bien sûr se travailler avec les acteurs économiques, qui eux aussi, entreprises et salariés, sont victimes de la crise. Nous devons poursuivre et développer nos dispositifs pour l'insertion et l'emploi, pour accompagner le public le plus en difficulté vers l'emploi, pour accompagner notre jeunesse qui est si durement impactée actuellement. Nous devons avoir une stratégie de développement économique au service du commun, au service des habitantes et habitants. Notre volonté récemment affirmée collectivement d'être un acteur de l'économie sociale et solidaire est, je trouve, dans ce contexte tellement porteur de sens. Cette économie qui porte la coopération plutôt que la concurrence fait d'ailleurs écho à ce que nous voulons faire ensemble. Pour terminer, mes chers collègues, nous tenons donc à nouveau à saluer ce rapport, à saluer évidemment ce travail de coopération que nous menons pour nos villes, pour ses habitantes et ses habitants, et nous profitons donc pour vous dire ou redire que nous sommes bien évidemment toujours disponibles pour continuer ce travail, pour plus de solidarité, plus de citoyenneté et plus d'écologie. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame Mecker et ensuite Madame Parmentier. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, juste une remarque de forme, après tout ce qui a été dit, auquel je souscris, et juste une remarque de forme pour peut-être l'année prochaine, sûrement même mesurer le gap qui nous conduira vers plus de transition écologique, sociale et solidaire sur le territoire. C'est peut-être une question de présentation, parce qu'en réalité, beaucoup d'actions de développement durable, comme la gestion des déchets, la collecte, la question de l'eau et de l'assainissement, très important, les économies d'eau, l'éclairage public, etc. Toutes sortes de sujets, tous ces sujets qui font partie quand même, qui sont des piliers de nos actions futures dans notre PCAET et qui font partie de la transition écologique, apparaissent dans différents chapitres. Donc je trouve que ce serait plus lisible si on pouvait les rapprocher dans quelque chose qu'on appellerait transition écologique. Madame Parmentier. Oui, merci. Alors, moi, sur ce rapport, je trouve que il reflète assez bien, effectivement, ce qui s'est passé à la dernière mandature, qui a été, pour moi, un démarrage, je pense, un peu compliqué de fonctionnement. Je pense qu'il n'y avait pas une volonté manifeste au départ de faire territoire au niveau politique. Donc, le territoire a mis du temps à se mettre en place. En plus, nous avions une configuration peut-être un peu compliquée avec des agglomérations qui étaient à rassembler. Donc, peut-être un fonctionnement qui était compliqué. Et puis, finalement, ce rapport nous montre aujourd'hui que ça
s'est enclenché sur un certain nombre de choses parce qu'il y a eu une volonté à un moment donné de faire un état des lieux qui soit patrimonial, des réseaux, finalement de l'ensemble de toutes les infrastructures avec les compétences qui étaient transférées au territoire. Et donc ce rapport, il nous donne des chiffres aujourd'hui assez précis. Parfois, peut-être, même que ces rapports, on aimerait les avoir. Je pense, par exemple, au compte-rendu sur le défi zéro déchet. Ce serait intéressant d'avoir finalement des choses plus précises sur... Là, ce rapport se veut un peu exhaustif, donc je comprends qu'on ne rentre pas non plus complètement dans les détails, mais pour le coup, je pense que toutes ces études qui ont été faites sur les différents domaines ont donné lieu à des comptes rendus, à des rapports assez précis. Ça pourrait être assez bien, premièrement, de les partager. Et puis, je dirais que maintenant, fort de tous ces chiffres et de toutes ces évaluations qui ont pu être faites, on attend clairement la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques expérimentations très bien et plutôt positives sur la gestion des déchets, effectivement. Maintenant, je pense qu'on est en droit d'attendre la suite et de s'inscrire effectivement dans la suite. Et cette suite, par rapport aux comptes rendus qui ont été faits, et par rapport aux évaluations qu'on a, on a la matière pour proposer la suite. Et dans cette suite, moi, j'appelle de mes voeux à qu'elle soit davantage en concertation avec les habitants de ce territoire pour que ce territoire fasse sens avec ses habitants, parce qu'il me semble qu'il n'était pas forcément perçu très bien des habitants, ni dans ses compétences, ni dans ses choix. Et j'appelle de mes voeux que ce soit le cas, maintenant que nous avons peut-être pris mieux conscience de l'état du patrimoine de ce territoire. Merci. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, allez-y, monsieur Maugère, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Donc, David Mauger pour le collectif Antony Terre-Citoyenne. Je partage une grande partie des choses qui ont été dites par mes collègues. Je voudrais y ajouter quelques questions. En page 8, la carte laisse voir une ligne de transport reliant le terminus de la ligne 10 du tramway à la gare d'Issy. Est-ce que c'est quelque chose qui a été acté? En page 35, j'ai une demande concernant les inondations. La première question, c'est quelle page? Sur la page 8 du rapport, merci. Il y a une carte, notamment sur les grands projets et les lignes de transport. Et on voit que la ligne 10 se prolonge jusqu'à ici, en pointillé. Très bien, merci. Allez-y, je vous écoute. En page 35, une question au sujet des inondations. Est-ce qu'il est possible d'avoir la communication du rapport de mission du bureau d'études CEGIC, missionné par le territoire, auquel il est fait allusion donc dans le rapport d'activité? Est-ce que notre territoire et Grand Orly, Seine-Bièvre participeront au projet de bassin de rétention de Fresnes, qui devrait éviter les inondations semblables à celles du mois de juin 2018. En page 50, je voudrais aussi relayer la demande d'un membre de notre collectif. S'agissant du centre aquatique Pajot, dont il est question donc, dans le rapport, le conseil municipal d'Antony éprouve les plus grandes difficultés à déterminer le coût de fonctionnement de la fosse de plongée, qui relève à la fois de la ville et du territoire, à cause, semble-t-il, de la répartition des charges communes. Avez-vous la possibilité d'aider notre ville à y voir plus clair? En pages 53 et 54, j'appartiens à un quartier relativement enclavé d'Antony qui a subi en 2015 la suppression de la ligne 13 du Paladin, qui rendait un service indispensable aux jeunes et aux personnes âgées du quartier. À l'heure où la question des mobilités est devenue incontournable, j'entends parler d'extension de l'offre de transport à la demande, peut-être au détriment du Paladin. Je n'ai pas pu trouver les chiffres de fréquentation du Paladin. Je pense qu'il serait vraiment important d'avoir plus de chiffres, à la fois sur le Paladin et sur le nouveau Clam Express. Je rejoins mon collègue qui le demandait tout à l'heure. Et enfin, en page 89, le territoire a fait un diagnostic dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Les données se trouvent donc à la page 89 du rapport. La CAT, c'est-à-dire la coordination des associations du territoire pour la transition écologique, a rencontré des personnes du territoire et mis en avant que le diagnostic comportait sans doute des lacunes. Les 5,6 tonnes de CO2 par an émis par les habitants sont très éloignés de la moyenne nationale qui se trouve aux alentours de 11. Ils aimeraient donc avoir plus de détails pour donner du sens à ces chiffres. Peut-on connaître les données ayant servi au diagnostic? Je vous remercie.
D'autres questions? Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. D'abord, merci d'avoir pris le soin de lire ce rapport très dense et qui montre à quel point le territoire est actif. Et je m'associe aux remerciements qui ont été formulés à l'égard des services. Et j'ajouterai aussi des élus, et en particulier des vice-présidents qui animent les différentes délégations qui font la vie du territoire. Oui, nous avons un réseau d'assainissement qui est un enjeu très important, dont on parle peut-être trop peu. On n'en parle que quand il y a des problèmes. Quand c'est bouché, quand c'est cassé, quand on a des inondations, quand... bon. Donc, on investit énormément. Je vous remercie de l'avoir souligné. Benoît Blot, qui est maintenant en charge de cette délégation, en plus de la délégation déjà fournie qu'il avait auparavant, ne manquera pas de faire un point complet devant le Conseil de territoire. J'en suis tout à fait d'accord, ou devant la commission concernée pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est aussi l'objectif des nouvelles commissions, c'est de présenter pas simplement les dossiers qui vont passer devant le Conseil de territoire, mais aussi des dossiers transversaux sur lesquels on n'a pas forcément l'occasion de voter, mais qui sont des dossiers majeurs. Pour que notre réseau soit entièrement séparatif, il faudrait encore que les tuyaux dans lesquels on va se rejeter soient eux-mêmes séparatifs. Or, ça ne dépend pas de nous, mais de la ville de Paris. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, la ville de Paris va elle-même séparer ces réseaux. Mais pour ce qui est de notre responsabilité, nous avançons très largement sur le sujet. S'agissant des ordures ménagères, nous avons un rapport spécifique sur le sujet. Donc, je vous propose le moment venu de préciser peut-être encore davantage les choses. Sur le défi zéro déchet, comme vous le savez, effectivement, nous souhaitons le développer. Nous sommes en train de nous poser la question du rythme auquel nous allons le développer compte tenu de la difficulté de concerter et d'informer dans cette période de couvre-feu qu'on peut appeler quasiment un confinement partiel. Et donc on est en train de regarder, est-ce qu'on est capable, en version dématérialisée, d'informer suffisamment pour que ça prenne suffisamment d'ampleur et que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, ou est-ce qu'il vaut mieux repousser de quelques semaines ou faire un certain nombre de villes et puis les autres ensuite? Voilà, toutes les options sont sur la table et on va essayer de faire le choix le plus efficace. Peut-être que Benoît Blot voudra ajouter quelque chose sur le sujet. S'agissant du volume des déchets, vous avez dit, mon cher collègue, que le volume restait constant, ce qui est déjà un exploit, parce que notre population, elle va continuer d'augmenter. Si nous arrivons à maintenir pendant plusieurs années le volume des déchets, alors que la population, on nous annonce quand même dans les études qui sont faites à l'échelle régionale, une augmentation pour notre territoire qui pourrait être, dans les 15 ans qui viennent, de 10, de 15, de 20, voire de 25% de la population. Si nous passons demain de 400 000 à 500 000 habitants et que nous avons contenu le volume de nos déchets, nous aurons plus que rempli l'obligation qui est devant nous. J'ajoute que s'agissant du niveau de recyclage, on s'aperçoit qu'effectivement les choses progressent même relativement rapidement, pas simplement à travers les biodéchets, les composteurs, les lombricomposteurs et toutes les actions également pédagogiques que nous mettons en place, mais simplement par aussi l'effet d'assimilation de nos concitoyens des règles de tri, et on s'aperçoit que de plus en plus souvent les poubelles écologiques sont pleines et que les ordures ménagères baissent de volume au point que avant on avait des gros bacs d'ordures ménagères et des petits bacs de recyclés, et on est en train de voir pour inverser les proportions ou le nombre de ces bacs. Par ailleurs, sur la collecte des biodéchets, il est question déjà pour ceux qui sont en C3, c'est-à-dire en 3 collectes, de supprimer une de ces collectes pour passer à une collecte entièrement en biodéchets. Voir ceux qui sont en C2 de passer en C1. Donc tout ça, ce sont des changements qui sont quand même, qui méritent vraiment d'être accompagnés, sur lesquels il faut qu'on fasse de la pédagogie pour ne pas avoir tout et n'importe quoi dans les différents bacs. C'est aussi la question du nombre de bacs, à la fois chez les particuliers et dans les copropriétés, de comment ils sont sortis, de qui les sort. Vous savez qu'au moment où on a mis en place le marché unique de collecte, les choses ont été quand même compliquées. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie et faire des ajustements en lien avec les villes, leurs services techniques et les copropriétés. Benoît Blot y a passé un temps considérable, mais au final, on est bien content,
d'avoir une collecte plus écologique qu'avant, et 2, d'avoir fait une très grosse économie de 2 millions d'euros par an, parce qu'elle vient renforcer les finances du territoire. S'agissant des transports, vous savez qu'il y a une nouvelle mise en concurrence qui est faite à l'échelle d'Île-de-France Mobilité, donc on s'est mis d'accord avec eux pour regarder ce qui relevait d'eux et ce qui relevait de nous. On va faire un diagnostic complet de qui utilise quoi, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, parce qu'il y a des transports qui fonctionnent depuis peu de temps, que vous avez cité le Clam Express ou d'autres lignes qu'on a renforcées, qu'on a passées en électrique, mais il y a des lignes qui fonctionnent depuis beaucoup plus longtemps. Donc il faut qu'on voit si c'est uniquement une question d'information et de pédagogie, ou si on n'est pas sur les bons tracés, ou s'il y a besoin de plus de continuité territoriale et de refondre ces lignes. Et donc ça, on va prendre le temps de le faire, d'associer aussi tous les conseillers territoriaux qui sont intéressés par le sujet à travers de la commission. Évidemment, les maires, leurs élus en charge des transports et des mobilités et les services techniques des villes. Et puis ensuite, on se mettra d'accord sur comment on fait à enveloppe constante ou avec un changement d'enveloppe pour modifier et rendre le système plus efficace. Dans un certain nombre de villes, on a des demandes pour ajouter des lignes. Comment on fait pour traiter ces demandes complémentaires? Voilà, je sais que parmi mes collègues, il y a des demandes aussi. Donc, avec Étienne Langereau, on se chargera de vous proposer le plan le plus intelligent possible. Ça me permet de répondre ensuite aux questions posées par Monsieur Poulet et à ces remarques pour lesquelles je le remercie. Oui, il y a de très nombreux enjeux. Parmi ces enjeux, vous avez cité la question du territoire, de la création. Effectivement, c'est un enjeu considérable. Vous avez évoqué également le permis de louer. On travaille sur ces questions avec nos collègues maires. Évidemment, on a envie de pouvoir lutter plus efficacement encore contre les marchands de sommeil. Et donc, on regarde comment le faire de façon coordonnée et juridiquement efficace. S'agissant de la transition écologique, je ne suis pas sûr qu'il faille y consacrer simplement une partie du rapport, parce que notre action, elle est durable dans tous les domaines de l'activité du territoire. Et donc, on ne peut pas à la fois soutenir, comme je le fais, et comme souvent vous le faites aussi, ma chère collègue, que le développement durable est totalement transversal, et de l'autre, vouloir le cantonner à une petite partie du rapport. S'agissant des remarques de Madame Parmentier, j'ai envie de vous dire merci, parce que quand on réclame de voir rapidement la saison 2, c'est qu'on a aimé la saison 1. Sinon, en général, on change de série. Donc, je suis flatté de cette remarque, et je puis vous assurer qu'avec mes collègues, nous avons effectivement prévu, comme je m'y étais engagé, des dispositions pour renforcer la communication. C'est le cas dans le cadre du PCAET et la concertation, mais ça sera le cas aussi dans les mois qui viennent, avec le renforcement des moyens de communication, notamment le journal, le site internet, mais également les autres moyens de communication pour identifier les politiques portées par le territoire et mettre en avant les avancées, notamment en matière de développement durable. S'agissant des remarques de Monsieur Moget, pardon, j'ai écorché votre nom, c'est pas la première fois, ça sera peut-être pas la dernière, mais je vais essayer de m'améliorer. Effectivement, le pointillé qui est avancé correspond à une des options, mais il y a deux autres options qui sont lancées en étude par le département Île-de-France Mobilité et l'État, avec le soutien de Valérie Pécresse et de la région, et de Georges Siffredi, notre président de département, également conseiller de territoire. Ces deux options qui vont jusqu'à la gare Grand Paris de Clamart. Voilà. Et donc, en fonction des études techniques, on verra sur ces trois solutions possibles laquelle ou lesquelles sont techniquement et financièrement viables, et ensuite, sur la base de ces résultats, qu'on aura, j'espère, dans un an et demi, moins peut-être si tout va bien, on pourra lancer la concertation et voir ce qui répond le mieux aux attentes de nos concitoyens. Nous avons également évoqué les inondations. Vous savez que la GEMAPI ne dépend pas, donc tout ce qui est la gestion des eaux et la prévention des inondations ne dépend pas du territoire, mais de notre chère métropole du Grand Paris. Et donc, par conséquent, je pense que je vous invite à poser la question aux personnes compétentes en la matière. Pour ce qui est de l'action du territoire, nous veillons avec Anthony à mettre en place les dispositifs qui nous concernent pour sécuriser au maximum la population. Vous savez que c'est un problème
qui ne date pas d'hier, qui ne date pas du territoire. La ville et le territoire font le maximum pour prévenir ces problèmes et pour les régler. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent aussi, pour un certain nombre de choses, des particuliers qu'il faut qu'on accompagne aussi dans la gestion de ces questions. Et donc, nous y travaillons. S'agissant des charges communes de la fosse et non pas des charges de la fosse commune, je pense que les choses sont parfaitement claires et équilibrées et ni la ville ni le territoire n'ont à se plaindre, je crois, sauf erreur de ma part, de la façon dont les charges sont réparties. Et donc, je crois que les choses vont bien dans le meilleur des mondes. Enfin, s'agissant du diagnostic du PCAET, notre vice-présidente Jacqueline Bellon a reçu les associations en charge de ces questions ou intéressées par ces questions. Je crois que le dialogue a été constructif. La question qui a été posée était celle de la complétude du diagnostic ou de la vérification d'un certain nombre de ces données. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Si la conclusion de ça, c'est de dire, pour être totalement sûr de la qualité du diagnostic, il faut qu'on attende 1 an, 2 ans, 3 ans pour compléter et attendre encore avant d'agir, à ce moment-là, on n'arrivera jamais à satisfaire nos objectifs. Donc, on est tout à fait d'accord pour que les associations nous apportent des informations complémentaires si elles estiment qu'il y a un trou dans notre raquette. On est tout à fait prêt à regarder ces informations complémentaires. Mais voilà, nous, on est assez convaincus de la qualité du diagnostic qu'on a porté. Et oui, c'est contre-intuitif, mais ça nous avait déjà été signalé par d'autres cabinets sur le précédent mandat. La pollution générée par un territoire comme le nôtre est plus faible que celle de la moyenne des territoires français. Pourquoi ? Parce que quand on est dans les champs avec tous les tracteurs, quand on a plus de déplacements pour aller travailler, quand on n'a pas les transports en commun, quand on a beaucoup de chauffage au bois et moins de chauffage avec des chaudières gaz par exemple, ben oui, on émet plus de tonnes de CO2 que d'autres. Donc, et c'est en ça que le défi est difficile à relever, c'est qu'on n'est déjà pas si énergivore que ça, pas si pollueur que ça, mais il faut qu'on atteigne des niveaux encore beaucoup plus faibles. Et donc ça sera l'objet du PCAET. Et maintenant, ayant très largement répondu à vos questions, je propose à Jacqueline Bellhomme de compléter. Je crois qu'elle souhaitait compléter. Et puis aux autres vice-présidents, s'ils le souhaitent. Vous avez bien répondu, Monsieur le Président. Juste pour vous dire que le dialogue est engagé avec la CAT, mais pas que, parce qu'il y a d'autres associations, et on s'en a aperçu encore aujourd'hui, puisque j'ai encore réuni en visio les adjoints des villes, puisque nous préparons la consultation citoyenne qui aura lieu au mois de novembre. Donc, j'ai reçu, je crois que c'était le 30 septembre, la CAT. Effectivement, il y a un certain nombre de questions qui sont montées, quelques sujets où qu'il a fallu expliciter. Mais on s'est aperçu globalement qu'on avait réponse aux questions, mais parce que ce n'était pas complètement inscrit dans le diagnostic, il fallait aller dans les annexes. Donc il y a eu 4 rendez-vous qui ont été posés avec votre association. La première a eu lieu la semaine dernière, ça s'est assez bien passé, et il y en a encore 3 autres avant le round des concertations citoyennes qui aura lieu en septembre. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre plus compréhensible le diagnostic, d'apporter des éléments et souvent de se mettre d'accord sur les modes de calcul, en fait, parce que comme c'est un cabinet, nous on a travaillé avec un cabinet et que évidemment le PCAEM, c'était pas le même cabinet, donc on s'est aperçu que c'est pas forcément les mêmes calculs. Il y a des choses à revoir, mais ça veut pas dire que nous on n'était pas bon, mais il a fallu expliciter les choses. Voilà, mais tout est engagé. Merci, Madame la Vice-présidente. Pas d'autres interventions ? Très rapidement, mon cher collègue. Très rapidement, j'ai une question à Madame Bellhomme et à vous, Monsieur le Président. Pourquoi ce diagnostic n'a pas été communiqué à tous les élus territoriaux que nous sommes ? De mémoire, il l'a été. Ça fait plusieurs fois, mais enfin. Alors, la fois d'avant. Il y a eu une vie avant que vous arriviez, mon cher collègue, au sein de cette assemblée. Et donc, il me semble que nous en avons déjà très largement parlé et débattu, mais il n'y a aucun problème pour qu'il vous soit communiqué si vous le souhaitez.
excusez-moi, mais il y a eu une présentation en conseil territorial, alors évidemment une synthèse, hein, et tous les maires et les délégués, les adjoints, alors de l'ancienne mandature en tout cas l'avaient eu. On a remis à jour là avec les nouveaux, parce qu'on savait qu'il y a eu pas mal de changements, mais tout le monde a eu le diagnostic. Hein. Pas reçu les 153 pages qui m'ont été communiquées par une association. Désolé. Mais il suffit de nous Vous parlez demander. Des élus. Bon, attendez, mes chers collègues, on va pas entretenir davantage cette question. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Donc, nous prenons acte, c'est ça, de ce rapport d'activité. On prend acte. Nous passons à l'extension de la compétence obligatoire construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs du territoire. Nous avons reçu un certain nombre d'équipements à intégrer, et une autre fournée d'équipements sera proposée l'année prochaine dans le cadre de nos délibérations et de nos débats. Y a-t-il des questions sur ce point? Allez-y, mon cher collègue, je vous en prie. Je vais essayer de retenir vos noms au fur et à mesure. Donc, Laurent Candel. Ouais, merci beaucoup. De rien. Donc voilà, merci Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaitais faire une explication de vote sur les deux délibérations qui suivent. Donc je vous épargnerai du coup une intervention sur la prochaine. La crise sanitaire actuelle révèle une crise économique, sociale et écologique qui démontre la nécessité d'une planification de l'intervention de l'État dans tous les domaines de l'activité humaine. Elle illustre aussi le rôle majeur des collectivités locales, en particulier des communes, dans la gestion quotidienne de ces crises auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Pourtant, la baisse des recettes fiscales se poursuit et s'amplifie avec la crise sanitaire. Les recettes fiscales directes et indirectes des collectivités territoriales vont connaître une baisse sensible lors du débat sur les projets de loi de finances rectificatives liés à la pandémie. Le gouvernement a estimé à 14 milliards d'euros la perte des recettes des collectivités sur la période. Depuis plusieurs années, on assèche toujours plus les budgets des communes afin de les obliger à transférer leurs compétences. Cette logique de métropolisation menace aussi l'organisation démocratique locale, précieux héritage de la Révolution française. Les lieux de débat et les centres de décision s'éloignent toujours plus des citoyens, des citoyennes et des citoyens. La place de la commune est remise en cause au profit des EPCI au sein desquels elle doit s'intégrer contrainte et forcée. C'est pour cela que nous voterons contre ces deux délibérations qui proposent ces extensions de compétences. Contre pas seulement sur le principe, mais aussi car ces décisions nécessitent de laisser le temps de l'étude, du débat dans nos communes pour se prononcer, y compris avec les habitants. Je suis d'ailleurs très étonné qu'avant même que nous ayons débattu et décidé du principe, il y a déjà 3 équipements sportifs d'intérêt territorial qui sont proposés. Et que veut dire cet intérêt territorial? Si je peux comprendre l'intérêt de pouvoir accueillir des manifestations lors des JO en 2024, même si au passage on peut douter de l'intérêt de dépenser des milliards pour les JO par les temps qui courent, je ferme la parenthèse, ouvrir aux entreprises pour faire du team building ne me semble pas être un facteur majeur d'attractivité du territoire et du développement économique. J'ai aussi envie de dire, et les pratiques des habitants dans tout ça. Sur la deuxième délibération, par exemple, quid du stationnement payant? Nous avons une politique sur ce sujet à Bagneux bien différente d'autres communes de notre territoire, et nous avons été élus pour cela. Donc, quid de tout ça? Bref, ces délibérations ne nous ont pas convaincus. Elles mériteraient à être plus et mieux explicitées, de laisser le temps du débat dans les conseils municipaux et avec les habitants. Et donc, pour le groupe France Insoumis, nous voterons contre. Voilà, merci. Merci, mon cher collègue. Yasmine Boudjena. Merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, c'est pas du tout concerté, mais c'est aussi pour vous épargner une deuxième intervention. Donc, sur les deux délibérations qui nous sont proposées à la suite, qui sont donc des extensions de compétences relativement importantes. Je dirais que c'est pas une explication de vote dans le sens où le vote du groupe que je représente, du groupe communiste et citoyen, prend acte finalement, puisque quand on regarde, c'est le choix des villes et le choix des maires concernant ces deux extensions. Mais je voudrais quand même, alors peut-être plus parler de la voirie, outre que j'ai trouvé assez cocasse
La formule, le bilan qui a été tiré de la première étape était globalement très positif. C'est juste une boutade au passage. Je souhaiterais des éléments. Je pense que c'est important et plutôt... je pense que c'est aussi pour permettre à l'ensemble de cette Assemblée, à commencer par les élus dans nos communes directement concernés, je pense que ça serait très instructif d'avoir un premier retour d'expérience des quelques voiries, des voiries. Dans le rapport, il y a quelques lignes avec pas beaucoup de détails. Donc, s'il y a un bilan qui a été tiré, nous sommes preneurs pour avoir une présentation. Je ne doute pas que si les commissions avaient été mises en place avant, on aurait peut-être pu avoir une présentation, mais qu'à cela ne tienne, ça peut venir plus tard. En tout cas, il nous semble que sur des domaines aussi importants, c'est une décision relativement rapide en début de mandat qui nous interroge, sur lequel, en particulier la voirie, c'est évidemment un secteur très important sur lequel les habitants portent à juste titre beaucoup d'attention. Il y a quand même des extrêmement d'exigences en termes d'efficacité, bien sûr, et un lien de proximité qu'il ne faut pas perdre. Je dis ça parce que je sais, pour avoir entendu des collègues d'autres territoires, y compris toute sensibilité politique confondue, sur ces questions de transfert de voirie, ça n'est pas simple de mettre en place un dispositif qui soit fluide, qui soit efficace, avec une réactivité qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite pour nos habitants. Donc, dans le rapport, il est indiqué que ce nouveau patrimoine d'intérêt territorial va constituer un ensemble cohérent, permettant la mise en œuvre de rationalisation technique, économique et de déploiement de politiques de développement durable. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est-à-dire une force de frappe qui nous permettrait, par exemple, de développer un schéma directeur cyclable qui soit plus efficace qu'on a aujourd'hui. Mais tout cela, nous semble-t-il, implique beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, des choses extrêmement pointues. Donc, il nous faut laisser du temps correct aux villes qui souhaiteraient éventuellement transférer une partie ou tout, si certaines le souhaitent. Il y a aussi, je crois, une question de démocratie avec nos conseils municipaux. En tout cas, nous, dans une ville comme Bagneux, on souhaite passer ces étapes-là, des étapes de travail avec nos administrations aussi, puisque c'est quand même des secteurs où il y a beaucoup d'agents communaux, où il y a un certain nombre de cadres qui sont aussi extrêmement attentifs à ce que le travail soit bien fait. Donc voilà, en tout cas, ce que je souhaitais dire. De même pour les équipements sportifs, de la même manière, mais je ne développe pas. J'ai bien compris que les possibilités d'investissement pour les voiries ou les équipements transférés seraient sans doute au rendez-vous, mais cela ne peut pas être le seul motif pour se projeter sur des transferts aussi importants. Il me semble qu'il faut que dans cette assemblée, on soit attentif à être compris aussi de la part des habitants. Et donc ce temps de réflexion avant de se lancer, je souhaitais dire ce soir que ça nous paraissait important de le prendre. Merci. Monsieur Astic. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne veux pas focaliser le débat sur un débat clamartois, mais je vais quand même vous parler une minute du complexe sportif Jules Bel que vous voulez inclure et donc intégrer dans les équipements du territoire, au motif qu'il serait un équipement en vue des Jeux Olympiques. La question est, nous savons tous, en tout cas avec la marque, c'est un dossier brûlant, c'est un dossier complexe, avec de multiples équipements sportifs qui vont être construits, et que c'est une salle d'athlétisme indoor qui va être enterrée, comme d'autres équipements. Donc, vous voulez déporter cet équipement pour le compte des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il sera terminé pour les Jeux Olympiques? Nous sommes à l'aube de 2021, il reste 3 ans, à moins qu'il y ait un décalage après celui du Japon. Mais deuxième sujet, il y a plusieurs travaux connexes, que ce soit pour les tennis, l'autre halle de sport pour les sports collectifs. Donc comment vous allez distinguer la part des travaux qui revient au complexe d'athlétisme du reste? Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Rossi, Madame la députée.
Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir mes chers collègues. J'avais deux petites questions concernant cette délibération. La première concerne les pouvoirs de police qui seraient, le cas échéant, transférés au président de l'EPCI, en tout cas en matière de transfert de voirie. Enfin voilà, ça fait partie des interrogations que j'avais par rapport à ce transfert. Et par ailleurs, est-ce qu'il s'agit bien d'un transfert ou bien d'une mise à disposition sans durée des villes concernées, puisque les termes employés dans la délibération sont parfois flous. Voilà. Et enfin, dernier point, il est fait mention des réseaux de distribution d'énergie. Est-ce que cela recouvre également l'éclairage? Je vous remercie. D'autres questions? Allez-y, Monsieur Mauger. Merci. Concernant la délibération 8, même s'il s'agit de 3 équipements bien identifiés, la compétence donnée est très large: construction, aménagement, entretien et fonctionnement. Peut-on savoir quels sont les projets dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 ? Car les Jeux Olympiques et autres événements d'envergure ont parfois entraîné des investissements inconsidérés au regard des besoins des habitants et des ressources des collectivités concernées. Je vous remercie. D'autres questions? Je n'en vois pas. Donc, je vais répondre à toutes ces interrogations. Bon, en commençant par les 2 premières interventions, c'est sûr que, vous voyez, c'est toujours en début de mandat que les décisions stratégiques doivent être prises. Parce que vous savez, comme moi, que d'ailleurs, une autre question m'est posée dans le même temps, c'est est-ce qu'on arrivera à faire des choses significatives avant les Jeux Olympiques, avant la fin du mandat, etc. C'est sûr que si on décide en 2025, on n'arrivera pas à faire les choses avant la fin du mandat. Le temps de dessiner, de faire, ça, vous le savez pertinemment, vous qui êtes une élue d'expérience, Madame Ougena, les choses prennent du temps. Bon. Ensuite, il se trouve que, oui, nous avons un retour d'expérience. D'abord, le maire de Fontenay-aux-Roses, qui lui-même a bénéficié des premiers travaux de voirie territoriale, je crois, n'a qu'à s'en féliciter. D'ailleurs, s'il devait vous en convaincre, il se propose de transférer la totalité de sa voirie. Donc, s'il n'avait pas été convaincu par les premiers travaux faits par le territoire, je pense qu'il n'est pas sadomasochiste et qu'il n'aurait pas procédé à cette proposition de transfert de l'intégralité. L'intégralité des transferts qui sont proposés aujourd'hui représente 1/3 de la voirie totale du bloc communal. Bon. C'est une avancée, y compris donc sur l'éclairage public, pour répondre à Madame la députée. Oui, effectivement, l'éclairage public fait partie des données concernées. Je rappelle que sous le précédent mandat, nous avons fait 70% d'économies sur l'éclairage public des 4 villes concernées à l'époque, notamment Bagneux, Malakoff, Clamart et Fontenay-aux-Roses. 70%, quand même pas rien. Et donc les villes qui souhaitent basculer également leur éclairage public sont tout à fait les bienvenus. Ça ne fera que renforcer encore nos capacités de mutualisation. 33%, ça peut paraître beaucoup, mais ça permet de faire un bloc cohérent. Ça nous donne une taille critique pour commander et pour organiser les choses. Mais par exemple, ça n'est que la moitié de ce que GPSO s'est vu transférer. Nous ne sommes qu'à la moitié. Bon. Donc on n'est pas les premiers à le faire. Et on voit que là où ça s'est fait, ça porte des résultats. Parce qu'effectivement, quand on commande 20 km de voirie au lieu d'1 ou 2 km, bah effectivement, on obtient de meilleurs tarifs. Et donc, dans ce que nous avons également présenté à mes collègues maires dans le cadre du séminaire que nous avons fait de début de mandat pour décider de ce que nous allions faire ensemble ou pas, nous avons proposé pour ceux qui transfèrent la mise en place de techniques de visualisation de la voirie, de faire passer des véhicules modernes équipés de caméras qui permettent de reconstituer la voirie en 3D et d'anticiper la formation des crevasses et des nids de poules. Aujourd'hui, bien souvent, malgré la proximité que nous arrivons à avoir dans les villes, nous intervenons quand les riverains nous engueulent. Quand il y a un trou, quand on nous écrit, quand on reçoit un mail, quand on reçoit un coup de fil, quand on croise quelqu'un sur le marché qui nous dit ce trou c'est plus possible, ou quand nous-mêmes on passe dans la rue et qu'en voiture on tombe dans le trou et on passe notre chemin, et donc on le note sur nos petits carnets ou sur nos téléphones, et ensuite on fait réparer. L'objectif, c'est d'anticiper toutes ces dégradations par la technologie et d'arriver à avoir un haut niveau de maintenance, et de faire aussi cette maintenance à terme par ceux qui refont la voie.
parce que ça, c'est quand même quelque chose de considérable. Quand quelqu'un est chargé de faire la maintenance de ce qu'il a produit, évidemment, il fait en sorte de produire de façon la plus pertinente possible. Donc, je pense que nous avons à terme d'importantes économies d'échelle à faire, et ça tombe bien parce que nous avons, dans un certain nombre des communes du territoire, beaucoup de retard à rattraper en matière de voirie, d'enfouissement des réseaux, mais beaucoup de ces retards ont été rattrapés, mais aussi de réfection des voiries. Et moi, je m'étonne que, s'agissant de représentants de majorité municipale, que des opposants refusent de voter une délibération proposée par le territoire, c'est une chose. Mais je rappelle que notre pacte de territoire, que la charte de gouvernance du territoire, c'est la solidarité et le vote des délibérations proposées par l'exécutif. J'ajoute que si on attend que toutes les délibérations concernent tout le monde et que tout le monde gagne à toutes les délibérations, à ce moment-là, il n'y a pas de politique de la ville, il n'y a pas de rénovation urbaine, parce qu'il n'y a que 2 villes sur 11 qui sont concernées. Il n'y a pas de soutien dans toutes les villes pour tout. Il y a des villes qui décident de faire ensemble et il y a celles qui ne veulent pas. Il y a 4 villes qui ont les médiathèques, il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire avec nous. Il y en a qui veulent faire les conservatoires, il y a une ville qui a préféré récupérer son conservatoire, elle l'a récupéré. Donc ça n'est pas tout ou rien. C'est on avance et ceux qui veulent avancent. Ceux qui ne veulent pas avancer prennent plus de temps. Ça, je n'en disconviens pas. Je ne fais pas les choses à marche forcée. Chacun garde sa liberté de pouvoir attendre un peu. Il y a des villes qui nous ont dit nous, on veut transférer des équipements sportifs, mais pas cette année. On veut continuer à travailler, à y réfléchir, on n'est pas prêt. Mais il y a d'autres projets sportifs d'intérêt territorial qui vont arriver. Et pour répondre à la question de M. Mauger, c'est le titre de la compétence que le territoire a déjà et qui est prévu par la loi. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce titre. C'est au titre de la compétence piscine, par exemple, qu'on a déjà. Tous ces équipements sont enfin, cette liste de compétences est dans les options ou dans les compétences obligatoires ou facultatives ou optionnelles que nos communautés d'agglomération ou interco avaient choisi ou pour lesquelles elles avaient opté. Par contre, à l'intérieur, il y a des listes. Ça peut être des listes de rues, ça peut être des listes d'équipements publics. Et donc, on transfère ou pas des équipements ou des rues actuelles au futur. Bon. Ensuite, attendez, je réponds de façon la plus complète possible. Ensuite, l'idée n'est pas d'avoir tout terminé avant les Jeux Olympiques. L'idée est que dans ce mandat, nous savons que, sauf cas extraordinaires, mais en ce moment on n'est que dans des cas extraordinaires, donc je ne sais pas, nous devrions avoir les Jeux Olympiques à Paris. Et je pense qu'à la fin du mandat, nos concitoyens sont très attentifs pour savoir quels sont les élus qui ont fait des choses en faveur du sport et quels sont ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait un retard à rattraper en la matière. Nous le savons dans notre région, et en particulier dans la Petite Couronne, nous avons un retard d'équipement public par rapport au nombre d'habitants. Nous n'avons pas assez d'équipements, nous n'avons pas assez de gymnases, et nous avons souvent tous les mêmes équipements. Des salles indoor comme celle que nous proposons de faire, puisque vous l'avez évoqué, parce que ce n'est pas tout qui est transféré pour le moment, c'est la salle d'athlétisme, c'est la seule de la région, à l'exception de celle de Bonne dans le 95, et éventuellement de celle du Crêpes quand on commence à en parler. Bon. Mais c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. On parle d'autres équipements qui, eux aussi, vont avoir dans d'autres communes qui sont intéressées. Je ne vais pas dévoiler les projets avant qu'ils arrivent en délibération, mais vous les aurez au fur et à mesure que les villes seront prêtes. D'équipements sportifs très importants. Voilà. Et si nous sommes capables de les faire, c'est parce que nous avons fait ensemble, parfois au prix de réformes courageuses, des économies majeures. Bon. Enfin, pour essayer de compléter, non, les pouvoirs de police, enfin, on pourrait transférer les pouvoirs de police, mais je crois qu'aucun des maires ne souhaite le faire. Et pour pouvoir appliquer des pouvoirs de police, c'est quand même mieux que ce soit le maire qui le fasse. Souvent, on a les polices municipales. Donc, voilà, moi, je considère que ce sont deux choses qui sont
différentes. Et oui, nous sommes bien dans le cadre d'un transfert. Après, bon, voilà, les mots peuvent avoir leur importance, mais oui, c'est bien un transfert. Et oui, nous travaillons bien sur la totalité des réseaux. Voilà, j'espère, avec le vice-président Carl Sego, qui va s'occuper et suivre ça de très très près, puisque maintenant, nous avons quand même la moitié des villes qui ont tout ou partie de leur voirie qui est proposée au transfert. Donc c'est quand même une étape très importante. Et puis, c'est à nous de faire nos preuves, encore davantage. Si les villes qui n'ont pas encore transféré, pour différentes raisons, ou qui ont transféré très partiellement ou partiellement, voient que effectivement on arrive à faire de grosses économies et que ça va dans le sens de l'intérêt général, je ne doute pas que les choses continueront. Mais on n'a pas non plus des capacités infinies, donc quelque part, c'est très bien que les choses se fassent progressivement. Monsieur le vice-président, pardon, excuse-moi, Laurent. Merci. Oui, je vais me permettre d'ajouter un petit mot, c'est que certes, l'organisation territoriale, nous l'avons tous choisie ou pas d'ailleurs, puisque elle a été imposée par la loi et qu'elle a remplacé les intercommunalités. Alors, je partage une partie de l'analyse de notre collègue de la France Insoumise, même si ça peut paraître surprenant, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les moyens des villes se sont vus progressivement dépouillés d'une partie de leurs ressources. Les villes ont perdu la fiscalité professionnelle, la fiscalité économique, une grande partie de leurs recettes fiscales. Elles ont perdu la dotation globale de fonctionnement de façon très importante. Et pourtant, elles n'ont pas moins de routes qu'avant, elles n'ont pas moins d'équipements à entretenir qu'avant, elles n'ont pas moins d'écoles qu'avant, elles n'ont pas moins de frais à assurer finalement qu'avant. Et donc, je crois qu'en tant qu'élu municipal, et là c'est en tant qu'élu municipal que je parle, la question est, dans un système qui est un écosystème donné, comment on s'adapte pour essayer de continuer à faire face sans alourdir de façon démesurée la fiscalité locale, et même tout simplement en ayant la capacité financière d'investissement, ce qui n'est pas... on peut penser que dans beaucoup de villes, en tout cas aujourd'hui, les villes n'ont plus la capacité financière pour entretenir l'ensemble des missions, l'ensemble des équipements en relation avec les missions qu'elles assumaient depuis, je dirais, des temps immémoriaux. Donc, à partir de là, il faut se positionner, et c'est vrai que nous, en tout cas, à Fontenay-aux-Roses, l'idée, c'est que, malgré tout, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient déjà transférés quand on est arrivé en 2014, et pour le reste, par exemple, sur la voirie, il nous a paru intéressant, c'est une fonction support. C'est donc quelque chose qui finalement est relativement invisible pour nos concitoyens, car qu'ils habitent sur une route départementale, sur une voie départementale, sur une voie communale ou sur une voie territoriale, en pratique, la vie quotidienne est la même. Il n'y a pas de changement, le pouvoir de police reste au maire, les aménagements de rue sont définis par la ville en collaboration avec le territoire, et finalement, cette fonction support qui est l'investissement de rénovation des rues, elle est bien évidemment beaucoup plus économique si on la mutualise que si on ne la mutualise pas. Et pour ma part, on a commencé effectivement par transférer un tiers des voies pour voir, si j'ose dire, parce que aussi on a un énorme retard d'investissement sur ce secteur, donc il fallait bien avancer de façon positive. On a vu, c'est-à-dire qu'on a refait des voies qui sont beaucoup mieux finalement que ce qu'on aurait pu se payer nous en tant que ville pour moins cher. Donc globalement, et les voies qui ont été refaites, je peux vous dire que c'est bien évidemment à la satisfaction des gens qui y résident. Et au quotidien, encore une fois, je ne pense pas que les gens se disent le matin qu'ils sont sur une voie territoriale. Vraiment, ça ne change rien. Donc c'est à mon avis un pacte gagnant, parce que c'est finalement l'utilisation intelligente de l'intercommunalité pour mutualiser des fonctions qui sont génératrices de fortes économies et d'une plus grande efficience. Car il y a des économies, mais il y a aussi, dans notre cas en tout cas, je tiens à le dire, un gain de qualité sur la voirie que nous aurions été en mesure de financer en tant que ville de Fontenay-aux-Roses. Et puis je voudrais ajouter un petit point pour parler des équipements sportifs, parce qu'il y a eu une question sur les projets territoriaux. Là encore, on n'est pas tout à fait là, on n'est plus dans les fonctions support, mais il se trouve qu'il y a un club d'athlétisme qui est le 30e club d'athlétisme français, qui est composé déjà des sections d'athlétisme originales du Plessis-Robinson, de Clamart, de Fontenay-aux-Roses, et je crois de Suresnes d'ailleurs. Donc ce club, bien évidemment, est au niveau national. Nous, le stade de Fontenay-aux-Roses n'est pas au niveau national, on va dire. On est même très très loin, pour bien le dire, en termes d'équipement. Et là aussi, ce sont des investissements. Si on veut se doter d'un outil qui soit à la hauteur, finalement,
des performances sportives de nos concitoyens qui va coûter quand même un certain prix et que la commune de Fontenay-Rose, là aussi, n'est pas capable de financer seule. Donc il y a une vraie logique dans le cadre de ce projet sportif, qui est un projet sportif supracommunal, depuis déjà de nombreuses années, de passer à l'échelon territorial cet équipement de façon à pouvoir accueillir effectivement les JO, mais c'est presque secondaire les JO, on est bien d'accord. Ce qui compte, c'est que la section qui existe aujourd'hui et qui est déjà intercommunale puisse se doter des moyens de continuer à progresser sur le plan sportif national. Et accessoirement, en effet, mais c'est un bel accessoire, nous sommes effectivement terre d'accueil pour les JO, donc ça veut dire que si on arrive à tenir à peu près les délais, et c'est pour ça qu'on essaye d'aller vite aussi, on pourra effectivement être point d'accueil pour une équipe d'athlétisme pour les JO, et donc on sera on sera concerné très directement par les JO, ce qui a aussi un facteur, je crois, très enrichissant et très dynamisant pour l'ensemble de nos jeunes dans les communes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Yasmine Boudjena, pardon. Président, c'était juste un point d'ordre, puisque comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure, je n'ai pas dit que nous allions voter contre cette délibération. J'ai mal compris, je pense que visiblement. tout le monde l'a compris, nous voterons pour, puisque nous respectons le choix des villes. Merci. Que ces deux délibérations retranscrivent, ce qui ne doit pas nous empêcher de pouvoir nous exprimer. Absolument. Et donc d'exprimer notre souhait que d'éventuels transferts dans d'autres villes, en tout cas c'est le souhait de la ville dont je suis élue, Bagneux, souhaite pouvoir avoir le temps de franchir toutes les étapes qui nous semblent importantes pour d'éventuelles décisions de ce type. Je vous en remercie. Effectivement, je vous avais mal compris. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je propose de passer au vote, parce qu'on sait très largement. Monsieur le vice-président. Non, mais juste un petit mot, Monsieur le Président, simplement pour vous dire qu'il y a de grandes disparités. C'est un complément uniquement concernant la voirie. Il y a de grandes disparités entre nos communes, concernant le nombre de kilomètres de voirie, concernant les capacités d'ingénierie aussi, ou encore des capacités financières. Et c'est vrai que nos populations ne se limitent pas à des déplacements qui sont uniquement communaux. Et on voit bien qu'il y a quand même une dimension importante à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste que la commune. Je crois aussi que les capacités d'ingénierie, mais de technique, peuvent être mises à disposition, en tout cas, de nos communes, et qu'elles seront plus importantes que ce que les villes peuvent, la plupart du temps, déployer. Et puis, ça incite aussi à des réflexions beaucoup plus générales concernant la Smart City, concernant l'aspect connecté, mais aussi concernant les îlots de fraîcheur, les réseaux de chaleur, enfin plein de sujets en tout cas qui sont liés directement ou indirectement à la voirie et qui méritent en tout cas d'avoir de nombreuses réflexions. Le fait aussi de fondre au sein du territoire la voirie et les réseaux permettra aussi d'avoir des travaux qui seront peut-être mieux coordonnés et qui impacteront moins nos habitants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont faits sur nos voiries. Et puis pour conclure, moi je souhaiterais simplement dire que je suis très content en tout cas d'avoir cette vice-présidence et que je me mets à votre disposition pour vous expliquer, vous accompagner en tout cas dans cette démarche que vos communes aient transféré ou pas cette compétence. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Alors, je vous propose de passer au vote d'abord sur le point numéro 8. Qui est contre ? 1, 2. Qui s'abstient ? 1, 2. Le reste pour. Je vous en remercie, c'est adopté. Le point numéro 9. Qui est contre ? 2. Qui s'abstient ? 2. Le reste pour, c'est également adopté. Je vous en remercie, mes chers collègues. La création du périmètre de prise en charge, considération du projet d'aménagement du secteur des ARU à Châtillon. Y a-t-il des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Monsieur Gazo, je vous en prie. Mais je vous en prie. Ce point. Donc, mon association Châtillon 2030 et l'UDI Châtillon ont toutes ces dernières années milité en faveur d'un sensible coup de frein au projet immobilier dans la ville, dans notre ville,
à la fois en termes de bureaux et de logements. Nous souhaitions également que nous puissions nous mettre en situation d'une vue d'ensemble à long terme, à moyen et long terme du paysage urbain. Notre but était double. D'une part, préserver un juste équilibre entre zones d'habitation, pavillons, bureaux, zones d'activité, équipements et espaces verts. D'autre part, puisque nécessité de logement il y a, de lisser dans le temps les constructions et leur livraison, afin de ne pas saturer les équipements, en particulier scolaires. Je ne peux dès lors que soutenir le principe de la délibération qui nous est proposée, qui vise à nous donner le temps, à Châtillon, finalement, de réfléchir à un nouveau PLU adapté aux exigences actuelles. Je souhaite à ce stade rappeler qu'en février dernier, la majorité municipale, à laquelle j'appartenais à l'époque, avait déjà fait voter par cette même instance une modification du PLU, certes d'ampleur plus limitée, mais nous étions en fin de mandat. Et à cet égard, d'ailleurs, j'aimerais savoir, deux questions, j'aimerais savoir comment ces deux délibérations successives vont s'articuler et comment va se passer la phase intermédiaire jusqu'à la mise en place, l'adoption par ce même conseil territorial du futur projet de PLU pour Châtillon. D'autres interventions? Madame Mecker. Oui, un petit point. Je lis dans la délibération que la ville de Châtillon est la seule commune de plus de 25 000 habitants n'ayant pas de lycée sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris. Je pense, si cela concerne les lycées d'enseignement, un lycée d'enseignement général, je crois que la ville de Bagneux est dans le même cas, avec 41 000 maintenant habitants. Vous avez bien fait de le rappeler, mais je crois que c'est une situation provisoire. Bon, pas d'autres interventions. Je vais répondre à la question de Monsieur Gazo. Donc, vous avez compris que dans le cadre, à moins que Madame la maire souhaite apporter, je sais pas où, elle est où, Madame la maire? Elle est là. À moins que, est-ce que Madame la maire souhaite apporter un complément de réponse avant que je complète? Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous, chers collègues. Oui, Monsieur Gazo, on l'a déjà évoqué lors du Conseil municipal parce que c'est une délibération qui vous a été proposée en Conseil municipal et présentée. Il s'agit effectivement de surseoir à statuer sur cette dernière réserve foncière que constituent les ARU, près de 10 hectares qui vont voir apparaître bientôt une proximité aussi avec la future gare du Grand Paris Express que nous avons d'ailleurs été visiter avec mon collègue maire de Montrouge il y a peu, proche de la ligne 13. Il s'avère qu'aujourd'hui, le PLU permet une densification de cette zone, mais exclusivement sur du bureau, ce qui n'a plus vraiment d'intérêt. Et en tout état de cause, il faut qu'on puisse se projeter, donc qu'il y ait une prospective. Donc il s'agit là de garantir, de préserver en fait cette zone et de pouvoir réfléchir à un aménagement pérenne pour le cadre de vie des habitants, donc là des Châtillonnaises et des Châtillonnais, en lien évidemment avec le territoire que je tiens à remercier pour son accompagnement de qualité. Nous étions ce matin avec les services du territoire, avec le président Berger à Châtillon pour lui montrer la zone, pour lui montrer un certain nombre d'éléments. Donc voilà, il s'agit de préserver cette zone, cher Monsieur Gazo. Je pense que Madame la maire a tout dit, donc je ne vais pas en rajouter. C'est vrai que je souhaite pouvoir, à travers ces mécanismes, donner le temps aux villes qui le souhaitent de statuer avec leurs habitants sur l'avenir des parcelles les plus stratégiques. Et donc nous aurons l'occasion dans cette assemblée d'y revenir très largement tous ensemble. Avec ces précisions, j'ai l'impression que peut-être nous pouvons viser l'unanimité. T-il des oppositions ? Des abstentions? C'est donc un vote unanime et je vous en remercie, mes chers collègues. Nous passons à la modification de la délégation de l'exercice du droit de préemption urbain et du droit de priorité sur la commune de Fontenay-aux-Roses. Cette délibération appelle-t-elle de votre part des questions? Allez-y, je vous en prie, monsieur Vernon. Oui, merci, monsieur le Président. Nous poursuivons donc avec les 3 délibérations qui viennent le débat sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité. Si vous le permettez, je vais donc défendre simultanément ces 3 délibérations. Je vous en prie. Alors, d'abord, nous ne voterons pas les délibérations numéro 11 et 12 relatives au transfert du droit de préemption au territoire.
En effet, nous considérons que le droit de préemption est pour les maires un élément important afin de conserver un droit de regard sur l'aménagement de leur territoire. Cependant, dans la mesure où la première délibération résulte d'une obligation légale et où la seconde a fait l'objet d'un accord avec Fontenay-aux-Roses, la France Insoumise s'abstiendra sur ces deux délibérations. Sur la question spécifique de la préemption concernant les baux commerciaux, nous ne sommes pas fermés à la réflexion, à condition toutefois, bien sûr, que cette décision fasse bien l'objet d'une discussion approfondie avec les maires et les conseillers municipaux concernés. Nous voterons en revanche en faveur de la délibération numéro 13, puisqu'elle va dans le sens à Malakoff d'une remunicipalisation du droit de préemption urbain. Nous souhaitons toutefois revenir à une remunicipalisation totale, mais cela nécessite d'abroger la loi transférant cette compétence au territoire. Je vous remercie. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Je pense que, mon cher collègue, vous n'avez peut-être pas bien saisi qu'il ne s'agit pas pour les villes de déléguer leur droit de préemption au territoire, mais que la loi l'a transféré en totalité et de fait au territoire. Donc, c'est d'un commun accord avec mes collègues maires que... Comment ? Oui, bien sûr. C'est en totale concertation avec mes collègues maires que lors du précédent mandat, nous avons rendu à ceux qui le souhaitaient tout ou partie de ce droit de préemption. Donc, lorsque des maires souhaitent revenir sur cette décision potentiellement provisoire qu'ils ont été amenés à prendre à l'époque et nous demander d'assumer un peu plus le droit de préemption, que nous le faisons bien volontiers. Et lorsque une partie de ce droit de préemption n'a pas encore été transférée par la loi, c'est le cas d'un certain nombre de cas particuliers, notamment s'agissant des commerces, nous le prenons bien volontiers par souci de cohérence. Pourquoi ? Parce que, d'abord parce que nous assumons les responsabilités qui nous sont conférées par la loi, d'autre part parce que ça n'est pas une dépense en réalité que le fait de préempter pour le territoire. C'est le plus souvent, en face, on a un actif. Et lorsqu'on le revend dans le cadre d'opérations d'aménagement, c'est une recette, c'est une plus-value pour le territoire. Si nous achetons une parcelle 100 et que le lendemain, ou le surlendemain, à l'échelle du temps politique, donc plusieurs années, nous le revendons 150 ou 200, personne ne vient s'en plaindre. Donc, en revanche, c'est quand même dommage pour les villes, si elles n'ont pas la surface financière pour préempter autant qu'elles le souhaiteraient toutes seules, de ne pas le faire avec le territoire, alors que ça constitue une recette pour la chose publique, et surtout que ça peut permettre de bloquer des opérations qui ne sont pas souhaitables, le fait de préempter, ou ça peut éviter que des petites parcelles, les unes à côté des autres, continuent à vivre leur vie, alors qu'il y aurait une opération d'intérêt général à faire, pas pour faire un lycée, pour faire une école, pour faire un centre de santé, pour faire du logement social ou privé, pour faire une opération d'aménagement. Et donc c'est la raison pour laquelle ce droit de préemption, il est majeur. Et plus on fera de choses ensemble, soit directement à travers le territoire, soit à travers ces outils, la SPLA, la SEM développement, demain une SEM mobilité ou une SEM énergie pour travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments, peut-être d'autres outils un jour, eh bien nous avancerons encore et j'espère épaissir le rapport d'activité, et notamment en matière de développement durable, pour faire plaisir à Madame Mecker et à vous tous. Avec ces précisions, Monsieur Vastel, Monsieur le Vice-président. Oui, préciser concernant la commune de Fontenay-aux-Roses qu'il est bien clair que cette délibération ne modifie en rien l'exercice du droit de préemption sur les biens autres que commerciaux. Le droit de préemption, il a été attribué au territoire, comme ça a été très bien rappelé par Jean Didier, par la loi. Le territoire a redélégué ce droit de préemption aux communes dans les limites prévues par la loi, puisqu'on n'avait pas le droit de tout redéléguer. Et donc, il y a quelques zones qui ont dû être définies par chaque ville, qui ont été laissées au territoire, parce que c'était l'application de la loi. Et là, on se place vraiment dans un autre contexte qui est les difficultés de chaque ville, mais je crois qu'ils sont communes à beaucoup de villes, de continuer à soutenir et à développer le commerce de centre-ville, qui sont des éléments souvent difficiles, qui résultent de contrats privés souvent, qui nécessitent à la fois de mobiliser rapidement des surfaces financières qui souvent ne sont pas disponibles forcément
dans le budget des villes et qu'ils sont plus à une échelle supérieure qui est le territoire, et qui se couplent avec d'ailleurs un autre projet que tu as cité, qui est la Société d'économie mixte Vallée Sud Développement, qui est une SEM commerce, entre guillemets, et qui a pour vocation de racheter les commerces et donc d'exercer de fait un contrôle que nous n'avons pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, quand il y a une négociation de gré à gré, c'est extrêmement lourd de préempter à la fois, parfois, le bail d'ailleurs, et les murs pour une commune. Ce sont des sommes qui sont très importantes et que nous avons beaucoup de mal à avancer quand on nous annonce qu'il y a un énième magasin de services qui va éventuellement essayer de s'installer en plein centre-ville, alors même qu'on aimerait y voir de la chalandise. Et donc, la SEM Commerce permet d'intervenir, de porter le projet et de choisir un porteur de projet qui soit plus en relation avec une offre commerciale de qualité et attractive sur le centre-ville. Et je crois que tout cela est vraiment en tout cas, forme un tout cohérent qui va nous permettre au contraire d'être beaucoup plus capable de contrôler les installations de commerce dans le centre-ville et pas le contraire. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vous propose donc de passer au vote d'abord de la délibération numéro 11. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? C'est donc 2 abstentions. Le reste pour? Merci, mes chers collègues, c'est adopté. Le point numéro 12, que finalement vos interventions m'ont permis de présenter directement. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? 2 abstentions. Le reste pour, c'est adopté. Merci mes chers collègues. La modification de la délégation de l'exercice du droit de préemption urbain et du droit de priorité sur la commune de Malakoff, le point numéro 13. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Je n'en vois pas non plus. C'est donc un vote unanime. Nous passons au point 14, l'approbation du dossier de création de la ZAC de la porte de Malakoff. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? C'est également une abstention. C'est un vote presque unanime. L'avenant à la convention avec la région Île-de-France relative au développement urbain dans les quartiers NPN et RU. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? C'est un vote unanime. Je vous en remercie, mes chers collègues. Le vœu pour le maintien de la dotation d'intercommunalité et de la CFE. Donc, vous savez, j'ai rappelé tout à l'heure que notre territoire fait partie, comme tous les territoires, de l'Alliance des territoires, l'association qui défend le bloc communal et les finances des communes et de nos territoires, puisque les deux sont liés. Vous savez que chaque année, nous avons été menacés depuis 2-3 ans de perdre la dotation d'intercommunalité qui représente 5,5 millions d'euros pour notre territoire et parfois davantage pour d'autres territoires. Le point commun, c'est que ce sont les territoires les plus pauvres qui perdraient le plus. Quand on parle d'équité et de justice entre les territoires, ça serait quand même très paradoxal. J'ajoute que cette année, il y a un combat supplémentaire à mener, c'est que nous sommes censés perdre également la CFE. Donc si nous perdons la CFE, le pouvoir de taux et la dynamique de la CFE qui va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous touchons 100 de CFE, on nous dit qu'on touchera 100 aussi, mais ça veut dire que toute entreprise nouvelle qui s'implanterait sur le territoire nous rapporterait 0. J'ai essayé d'expliquer au gouvernement et à l'État que si on fait ça, plus aucun maire ne voudra mettre de zone d'activité dans nos PLUI. Parce qu'on pourra tous, à ce moment-là, construire du logement, uniquement du logement, sans qu'il y ait aucune conséquence. Donc il est très important de maintenir ce lien entre territoire et CFE. À l'initiative de plusieurs territoires voisins et amis, des vœux identiques à celui que je vous propose aujourd'hui ont été votés, je crois de façon unanime la plupart du temps ou la totalité du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle j'espère que vous voterez également de façon unanime ce vœu qui vous est aujourd'hui présenté. J'ajoute que j'ai eu des contacts à la fois avec le rapporteur général du budget, le préfet de département, le préfet de région, et que nous sommes également en lien avec la ministre en charge des collectivités, et que j'ai bon espoir que nos demandes
comme nous avons réussi à le faire les années précédentes, aboutisse. Et je compte évidemment sur la représentation nationale et sur les conseillers de territoire susceptibles d'influencer ces questions, de nous aider. Je dois dire que d'ailleurs, il y a une tribune des députés franciliens En Marche qui est parue et qui allait également dans le sens de ces idées, et je les remercie pour cette publication. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce vœu? Monsieur Vernant, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le Président. Donc, la France Insoumise votera en faveur de ce vœu qui demande donc le maintien de la dotation d'intercommunalité pour les territoires. Mais plus généralement, nous dénonçons cette architecture institutionnelle à 3 étages qui, en retirant la fiscalité propre aux anciennes intercommunalités et en transférant leurs compétences aux métropoles, éloigne les citoyens des centres de décision. De plus, cela crée une étrange concurrence entre la métropole et le conseil régional. Ainsi, alors que le conseil régional était déjà compétent en matière de développement économique, on a confié à la métropole, devinez quoi, le développement économique. En quoi cela simplifie-t-il l'architecture institutionnelle? Je vous le demande. Mais nous souhaitons également en profiter pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe actuellement au Parlement concernant les recettes des collectivités locales. En effet, le gouvernement a cette étrange manie de baisser les impôts qu'il ne perçoit pas. Ainsi, le gouvernement décide-t-il d'autorité, et sans aucune concertation avec les collectivités locales, de baisser la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Un nouveau joli cadeau aux entreprises qui bénéficient déjà des milliards que le gouvernement déverse sur elles en matière de baisse de cotisations sociales. On nous objectera que ces entreprises sont en difficulté du fait de la crise sanitaire. Sauf qu'une fois de plus, il n'y a ni ciblage sur les PME, ni contrepartie sur le plan social et environnemental. Pire, ces aides permettront en réalité de financer des dépenses sociaux, comme par exemple à Bridgestone. Sur les 100 milliards du plan de relance, ce sont donc 10 milliards qui seront prélevés sur les recettes des collectivités territoriales. Comme d'habitude, le gouvernement promet de compenser par des dotations, de bien belles paroles qui masquent le plus souvent des compensations plus que partielles et des baisses par ailleurs de dotations aux collectivités. Nous dénonçons ce hold-up sur les recettes des collectivités. De plus, les collectivités ne pourront plus fixer les taux de ces prélèvements. Si cela continue, il n'y aura bientôt plus de collectivités à fiscalité propre, car les collectivités ne fixeront plus le taux d'aucun impôt. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce vœu qui vise à tirer la sonnette d'alarme sur l'aggravation de l'état des finances des collectivités, pourtant déjà fragilisées par les baisses de dotations et par les dépenses induites par le coronavirus. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc, juste avant de passer au vote, je voudrais quand même vous faire remarquer, avec un petit sourire, que lors du vote pour la présidence de la MGP, les élus de votre sensibilité et vos amis avaient d'autres possibilités de faire triompher les thèses que vous défendez, qui sont quand même relativement proches des miennes, et que, sauf erreur de ma part, le résultat du vote aboutit plutôt au maintien du statu quo, qui n'est pas forcément favorable à ces thèses. Voilà. Pour ceux qui étaient présents dans cette réunion, souvenir amusé, disons, de ce résultat. Avec cette petite boutade, nous passons donc au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et par conséquent, c'est donc l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de passer à la toute dernière délibération, j'ai reçu une question orale ou écrite de Monsieur Mauger. Si vous voulez la présenter, Monsieur Mauger. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai repris ce qui était dans le règlement intérieur, et donc ça s'appelle une question orale, apparemment. Monsieur le Président du Conseil territorial, l'objectif de notre territoire en matière de réalisation de logements sociaux a été fixé par l'État à 1192 logements sur la période triennale 2020-2022. Cet objectif est décliné par commune. 5 communes de notre territoire sont concernées. Vous avez adressé le 9 juillet au préfet des Hauts-de-Seine le projet de modification numéro 5 du plan local d'urbanisme d'Antony. Dans sa réponse, datée du 15 septembre, le préfet vous indique qu'il ne pourra émettre d'avis favorable à ce projet que lorsque des précisions auront été apportées dans le rapport de présentation sur la manière dont seront remplis les objectifs en matière de densification et de production de logements, notamment sociaux. Plus précisément, Monsieur le Préfet suggère la construction en zone pavillonnaire UD de petits collectifs de logements sociaux. Il suggère aussi d'abaisser le seuil à partir duquel 30% de logements sociaux seront imposés en zone urbaine mixte UA et zone d'extension urbaine UB. Là où le projet de modification fixe ce seuil à 2000 m², le préfet suggère d'abaisser ce seuil à 1000 m².
Le seuil proposé est à peine plus élevé que le seuil de 800 m² que les services du préfet de région appliquent aux communes carencées. Au cours de la période écoulée, aucun arrêté de carence ne touchait les communes de notre territoire. Mais depuis le mois de juillet, au moins 2 communes, dont Antony, font l'objet d'une procédure de constat de carence. Ces procédures pourraient déboucher, pour les communes concernées, sur une mise sous tutelle en matière d'autorisation d'urbanisme, de conventionnement avec les bailleurs et d'exercice du droit de préemption urbain. Comment entendez-vous, Monsieur le Président, répondre aux attentes de l'État ? Il s'agit d'une part de modifier le projet de modification du PLE d'Antony pour qu'il reçoive l'avis favorable du préfet des Hauts-de-Seine. Il s'agit donc aussi pour la ville d'Antony d'y présenter son programme de production de logements sociaux, sans quoi un arrêté de carence pourrait être pris. L'enjeu est de renforcer la mixité sociale et de remplir enfin le prochain objectif triennal de réalisation de logements sociaux. Il s'agit à l'échelle du territoire, je le rappelle, de 1192 logements sociaux. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur le Vice-président, Monsieur le maire, s'il souhaite vous apporter des éléments de réponse, et puis je vous dirai un petit mot après, le cas échéant. Le préfet demande effectivement d'être rassuré. Eh bien, on va le rassurer. C'est tout. Dans le texte du rapport, nous allons apporter tous les éléments qui vont montrer qu'il n'y a aucun problème pour réaliser l'ensemble des logements. D'abord, l'objectif de densification imposé par le SDRIF, nous allons le tenir avec 5 ans d'avance minimum par rapport à ce qui est prévu par le SDRIF. Et puis, pour ce qui est des logements sociaux, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous dans quelques jours avec le préfet justement au sujet de l'application de la loi SRU, et je le rassurerai totalement sur la manière dont nous allons atteindre facilement les 25%. Mais une ville qui est à 2% de l'objectif de 25 n'est pas franchement carencée. Enfin, je veux dire, on est tout près d'atteindre l'objectif. On n'est pas comme des villes qui sont à 4% de logements sociaux aujourd'hui et qui doivent atteindre 25% dans 5 ans. Ça n'a aucun rapport. Donc, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, cette information sur le carencement d'Antony a été donnée alors qu'on n'est qu'à 2 points de l'objectif. Et que c'est un jeu d'enfant de l'atteindre. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. D'abord, je voudrais dire que moi, je trouve que Jean-Yves Senan est tout à fait rassurant, et sa politique aussi, donc je n'ai pas de doute qu'il rassurera le préfet. 2, je voudrais rendre hommage à l'action menée par notre ami Jacques Legrand sur le logement social à travers l'outil qui est celui de la ville d'Antony, parce que je pense que la politique qui est menée fait ses preuves, et qu'effectivement, à 2% de 25%, mais c'est 3% de plus que l'objectif initial qui était fixé, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas 25% qui était demandé, c'était 20%. Donc c'est-à-dire on court après un objectif qui ne cesse de reculer. Donc changer la règle sans arrêt pour dire finalement, vous n'êtes pas la règle. Oui, mais la règle elle vient de changer. Donc on ne construit pas des logements, on ne rattrape pas un objectif quand il ne cesse de s'éloigner. Bon. J'ajoute que moi, je suis un petit peu interpellé par votre question, parce que est-ce que c'est une façon d'assumer clairement que vous êtes contre les zones pavillonnaires? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire par votre question, et que vous demandez la suppression des zones pavillonnaires sur le territoire? Il ne s'agit évidemment pas de ça. Il s'agit de réaliser des logements sociaux sur l'ensemble du territoire, et de manière sans les concentrer sur quelques zones très identifiées, de manière à ce qu'on ait des quartiers qui soient non marqués d'un point de vue social. C'est vrai que votre question, lorsqu'elle dit que vous semblez vous référer à la volonté de construire des petits collectifs à la place des pavillons qui sont en zone pavillonnaire, moi je trouve ça particulièrement inquiétant, mais je ne suis pas plus surpris que ça, puisque ça va dans le sens de la loi Duflot qui a été votée il y a quelques années, qui, en supprimant le COS, visait précisément à supprimer les zones pavillonnaires. Nous avons eu ce débat déjà à plusieurs reprises, et donc moi je me réjouis de voir qu'un certain nombre d'entre nous, et nous veillerons à ce que ces règles soient reprises dans le cadre du PLUI, partout où les maires le souhaitent, nous avons trouvé des solutions légales pour parer à ce mauvais coup de la loi Duflot et éviter la densification qui était voulue par vos amis. Donc je regrette que vous-même vous repreniez ces thèses à votre compte et que vous laissiez entendre que ça puisse être une solution
pour atteindre l'objectif de mixité sur un territoire qui est déjà globalement très mixte. Parce que je vous rappelle quand même qu'on nous demande de faire les choses à l'échelle du territoire, de regrouper nos offices à l'échelle du territoire, de faire le logement social à l'échelle du territoire, de faire les aides à la pierre à l'échelle du territoire, mais que par contre, lorsqu'il s'agit de décompter les logements sociaux, c'est ville par ville. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours la règle la plus défavorable. On est globalement, le territoire satisfait globalement très largement ses objectifs de logements sociaux. Et en plus, on continue, y compris dans des villes comme la mienne, où on est au-delà de 30%, on continue à en faire. Donc, on nous demande de gérer les attributions à l'échelle du territoire. On nous demande de faire les relogements à l'échelle du territoire. Mais seulement pour cette règle-là, c'est le plus défavorable qui s'applique. C'est pas du tout logique. Et donc, moi, je continue avec mes collègues à militer pour la prise en compte globale. Et d'ailleurs, c'est assez ridicule parce que vous voyez bien que si deux villes fusionnent, si deux villes se rapprochent, elles peuvent finir par satisfaire cette obligation sans créer un seul logement. Bon. Où est la logique? Où est la logique? Voilà, mes chers collègues, pour cette réponse. Et donc, nous passons donc à la dernière délibération, la détermination du lieu de la prochaine réunion du Conseil de territoire. Il nous est proposé de nous réunir dans la bonne ville de Bagneux, salle Léo Ferré, le 25 novembre prochain, a priori. Nous verrons si cette réunion, compte tenu des conditions et des règles sanitaires, peut se tenir en présentiel ou si nous la ferons de façon dématérialisée, en assemblée totale, en assemblée réduite. Voilà. Je ne sais pas encore et vous m'excuserez de ne pas pouvoir vous donner davantage d'explications. Je me dois également de vous dire que pour des raisons sanitaires, nous avons renoncé à l'organisation d'un buffet convivial et traditionnel comme nous le faisons habituellement, mais qu'en revanche, des petites box, des petites boîtes vous attendent à la sortie pour quand même contenter les estomacs de ceux qui ont fait une journée continue. Merci à toutes et à tous.